Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va parler de numérique. Qu'est-ce que le numérique peut faire encore aujourd'hui pour nous aider, pour améliorer notre cadre de vie? On va poser la question à quelqu'un qui cherche en tout cas à le faire. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Hervé Charlane. Bonsoir. On va parler de notre futur. Oui, on va parler de notre futur. Merci de nous avoir invités à votre émission. Alors, notre futur, d'abord, c'est quoi comme structure? Alors, notre futur, c'est une association, loi de 1901, à but non lucratif. C'est une structure au début qui a été créée par des passionnés qui, à force d'échanges, à force de visites aussi, ce groupe s'est rendu en Estonie où on a découvert un modèle un peu surprenant. Voilà, a décidé de porter un projet très ambitieux pour la Réunion et qui se veut simplificateur pour l'ensemble de nos concitoyens réunionnais. Alors, juste pour l'info, l'Estonie, c'est un petit pays de Europe, et d'ailleurs, je crois qu'il fait partie des 27, si je me trompe. Tout à fait. Et une chose que je voulais dire, c'est, quand on parle d'un modèle que on souhaite dupliquer, ça serait, là on parle de leur façon d'avoir des banques de données, de numériser, de dématérialiser l'information. Alors, pas tant oui, dématérialiser l'information, c'est-à-dire qu'en France, l'information, elle est dématérialisée. Toutes les institutions publiques ont des banques de données. La CAF a des banques de données, les impôts ont des banques de données, les mairies ont des banques de données, l'État a des banques de données. Simplement, ce que l'Estonie a fait de plus que la France, c'est de dire, mais ces données, plutôt que de dupliquer l'information, est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier les choses? Et par exemple, eh bien, c'est la mairie qui a mon adresse. Donc, plutôt que d'aller dupliquer cette adresse partout, est-ce que, par exemple, lorsque je change d'opérateur téléphonique, est-ce que je ne peux pas tout simplement aller récupérer cette information dans la commune dans laquelle le citoyen habite, par exemple. Donc, c'est plus de l'interconnexion de bases de données que l'Estonie a réussi à réaliser que des bases de données en particulier. Alors, l'interconnexion, ça relève de ces lois qui permet d'une part, de partager ou pas, bien sûr, les informations, mais surtout de protéger l'identité de l'individu, de protéger sa vie privée. Et cette loi-là, lorsqu'on a commencé justement à dématérialiser, à numériser, les lois ont été, j'allais dire, votées pour protéger la vie privée des gens. Comment vous allez justement faire avec cette loi-là? Est-ce qu'il faudra la faire évoluer? Alors, tout à fait. Alors, cette loi-là, effectivement, elle est protectrice et je crois que tous les citoyens y tiennent. Par contre, elle évolue tous les jours. Par exemple, au mois de mars, au mois de mars dernier, le législateur a autorisé à constituer, par exemple, des bases de données pour les diplômes. Et donc, ça va permettre de manière simple de pouvoir vérifier qu'un médecin, qu'un expert comptable, qu'un professionnel dans une profession réglementée dispose bien du diplôme pour pouvoir exercer. Ce qui a posé peut-être un problème, parce que la structure administrative française, la façon de concevoir la loi, l'État a toujours eu sa chasse gardée. Ces lois, j'allais dire, le côté régalien de la loi fait que l'État a la mainmise sur certaines choses. Et ça veut dire que vous avez essayé de partager ça? Alors, oui, on est en relation. En fait, on est un peu, j'allais dire, on a été un peu surpris par notre succès. En fait, au tout début de cette histoire, on a voulu démontrer que des choses étaient possibles. Et donc, à travers cette association, donc on a fait une demande demande de subvention auprès de la région et on s'est lancé dans une preuve de concept. On voulait d'abord démontrer que
notre idée était bonne et que l'on pouvait simplifier les choses de manière facile. Et donc, pour cette preuve de concept, on a, et ils ont accepté, décidé de travailler avec l'Université de La Réunion, le Crous, qui s'occupe des logements, de la restauration des étudiants, et puis le conseil départemental. En fait, quel était le challenge? En fait, le challenge, c'était de dire, mais lorsque un étudiant se rend au conseil départemental pour demander une bourse, il a énormément de documents, enfin énormément, un certain nombre de documents à produire. Et l'idée, c'était de dire, mais ces documents, l'université les a déjà. Comment on peut faire pour que, à la demande de l'étudiant, l'université soit autorisée à transmettre ces informations au conseil départemental de manière à pouvoir réaliser cette transaction? Et lorsque l'on a travaillé là-dessus, on s'est également est apparu, vous savez que la Réunion est devenue fait partie des 2 premiers départements à avoir la carte nationale d'identité électronique en expérimentation. Et on s'est dit, mais cette carte nationale d'identité électronique, demain, elle pourrait remplacer la carte d'étudiant, par exemple. Et donc, on s'est rapproché du ministère de l'Intérieur et des services, justement, de la carte nationale d'identité électronique, qui nous ont dit, oui, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant dans votre démarche. On souhaitera vous accompagner si vous vous rapprochez également du ministère de la Transformation publique qui est justement en train de vouloir simplifier tout ça. Et donc on s'est rapproché du ministère de la Transformation publique, on s'est rapproché notamment du programme qui s'appelle France Connect, qui est un grand programme national justement qui permet déjà les échanges de données, hein. Je pense que certains de vos auditeurs, lorsqu'ils vont par exemple sur leurs impôts, ils voient apparaître le logo France Connect. France Connect est un agrégateur d'identité numérique. Il y a beaucoup d'identités numériques en France, hein. Les plus connus sont impôts.gouv.fr, Amélie. Vous avez également des opérateurs privés, La Poste, Orange. Donc là, l'idée... et donc on s'est rapproché de France Connect qui nous a dit... oui, effectivement, la Réunion est un territoire d'expérimentation intéressant. Effectivement, vous nous avez convaincus en nous disant il n'y a qu'une seule région, il n'y a qu'un seul département, il n'y a que 24 communes et pourtant vous êtes 850 000 habitants, vous avez 2 des plus grandes villes de plus de 100 000 habitants en France. On peut être intéressé à vous accompagner, à faire en sorte que la Réunion soit terre d'expérimentation. Et donc, le projet Notre Futur... C'est un projet national, c'est l'objectif de ce projet, c'est de faire en sorte que la Réunion soit terre d'expérimentation sur ces problématiques d'identité digitale, avec comme finalité, parce que l'association y tient, l'objectif pour nous, c'est de rendre l'identité digitale accessible à tous et l'ensemble des services publics et privés accessibles à tous. Et on pense notamment à la Réunion, au cas particulier de toutes les personnes qui ont des difficultés avec le monde numérique. Concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place ou qu'est-ce que vous préparez? Alors, ce que l'on prépare, tout simplement, on pense avoir atteint ces objectifs parce que tout le monde travaille avec beaucoup d'intérêt. C'est justement ce premier service mis en ligne qui permettra à un étudiant de pouvoir demander sa bourse au département. Alors, pour l'instant, on fait des essais, comment dire, sur des personnes fictives, hein. Il faudra bien sûr l'homologation, tout, comme vous le rappeliez, tout est contrôlé. On a l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui agrée justement ces organisations, ces interconnexions. Donc c'est un parcours qui va prendre du temps. Mais l'objectif, c'est justement de faire en sorte que toutes les énergies viennent se concentrer à La Réunion, terre d'expérimentation. C'est vraiment ça notre projet. On a parlé d'une demande de bourse au conseil départemental. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire une seule demande de bourse aussi bien pour le conseil départemental, la région? Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a rencontré l'ensemble des acteurs publics du territoire. On a, grâce à l'Association des maires de La Réunion, on a contacté les différentes communes. Et à chaque fois que l'on les a rencontrés, il y a des nouveaux services qui sont demandés. Donc,
notre objectif, notre souhait, c'est effectivement, comme vous le disiez, de pouvoir faire en sorte qu'un Réunionnais qui est étudiant puisse avoir ses demandes de bourse, puisse avoir sa continuité territoriale, puisse avoir l'ensemble de ses services facilités. On sait qu'à La Réunion, il y a entre 15 et 20 000 demandes de logement. Souvent, ce sont des dossiers qui se répètent, hein, parce qu'il y a plusieurs opérateurs. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible qu'une personne qui ait besoin justement de faire une demande de logement peut faire un seul dossier et que ce dossier aille aux différents opérateurs sans avoir à recommencer à chaque fois les mêmes démarches? Alors, c'est tout à fait envisageable. C'est vraiment l'objectif. C'est l'objectif et du reste, des communes, des bailleurs sociaux sont extrêmement intéressés. On va probablement avoir une nouvelle preuve de concept entre une grande commune de l'île et un gros opérateur, un gros bailleur social, justement pour pouvoir fluidifier les informations. Les bailleurs sociaux sont demandeurs de travailler avec les assurances pour s'assurer que leur parc immobilier est bien assuré, sont demandeurs de pouvoir vraiment, à chaque fois qu'on discute avec des partenaires, tout le monde est demandeur. On sent que vraiment ce projet intéresse tout le monde. Et c'est extrêmement motivant pour les bénévoles que nous sommes, puisque nous sommes des bénévoles. Nous avons une chargée de mission que nous a permis de recruter la région, mais sinon c'est un groupe de bénévoles passionnés qui œuvrent à ce projet. Alors, professionnellement, vous êtes donc expert comptable et également commissaire aux comptes. Pour les entreprises, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant de dire que vous pouvez avoir accès aux éléments de l'entreprise, que ce soit aux impôts, que ce soit à la caisse de sécurité sociale. J'allais dire qu'aujourd'hui, interconnecté, c'est vraiment plus rapide dans la gestion, dans la vie d'une entreprise. Oui, oui. Alors déjà, énormément de choses ont été faites, hein, et, les experts comptables ont vu la digitalisation de l'administration publique, hein, maintenant depuis une vingtaine d'années. Du reste, c'est pour ça que je me suis intéressé à ces sujets, parce que lorsque j'étais élu au Conseil de l'Ordre à la Réunion, j'ai participé au niveau national à la mise en œuvre de toutes ces relations entre les banques, les organismes sociaux, l'État, bien sûr, les impôts, entre les entreprises, leurs tiers de confiance qui sont les experts comptables et puis les administrations publiques. Beaucoup de choses ont été faites, mais on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, pour prendre l'exemple du petit chef d'entreprise qui répond à des appels d'offres, eh bien, plutôt que d'aller demander une attestation à la sécurité sociale comme quoi il est à jour de ses cotisations, au niveau des impôts, tout simplement, demain, une collectivité, un artisan dépose son dossier, la collectivité peut très bien aller elle-même chercher les informations grâce au numéro SIRET du chef d'entreprise. Elle peut elle-même aller chercher toutes ces informations qui sont disponibles si elle y est autorisée, mais la loi a déjà organisé cet environnement. À partir du moment où une collectivité a besoin d'une information, on l'autorise à aller la chercher. Et donc tout ça faciliterait grandement la vie des entreprises. C'est un exemple parmi d'autres. Quand on creuse, quand on tire la ficelle, on se rend compte qu'il y en a vraiment énormément. La question reste toujours, pour un petit chef d'entreprise, hein, est toujours la même, c'est le temps. C'est le temps de faire tout ça, d'avoir accès à ces techniques. Et ça demande quand même un temps d'apprentissage, de maîtrise. Et parfois, le chef d'entreprise n'a pas le temps. Il faut, dans ce cas-là, c'est vraiment avoir des prestataires qualifiés, capables de répondre aux exigences des chefs d'entreprise. C'est vrai que pour l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur casquette, que ce soit une casquette de chef d'entreprise ou de citoyen, notre société est en train de se moderniser, se numériser à vitesse grand V. Hein. On voit les exemples de multinationales qui se sont constituées en quelques années avec des valorisations extrêmement fortes. Tout ça, en fait, c'est vraiment une vague qui est en train, entre guillemets, de déferler dans nos vies privées, dans nos vies professionnelles.
Et le chef d'entreprise doit s'adapter. Il a dû s'adapter à la facture électronique. On parlait des appels d'offres des collectivités locales. Désormais, il est obligé d'aller déposer sa facture électronique sur le site Chorus national. Donc, d'ores et déjà, on lui impose de se numériser. Et effectivement, il faudra soit qu'il acquiert les compétences ou qu'il les fasse acquérir à son personnel, ou alors qu'il trouve des prestataires pour l'accompagner sur ces nouveaux sujets. En 2024, la facture électronique sera une obligation et donc là, le chef d'entreprise aura dû s'adapter au niveau de ses logiciels de facturation, etc. Il y a aussi deux éléments que vous allez devoir prendre en compte dans l'évolution de ce que vous faites. C'est à partir de 2030, il y aura plus de 100 000 personnes âgées à La Réunion. Toutes ne sont pas au fait du numérique, du digital. Il y a, selon les chiffres qu'on donne à chaque fois, plus de 150 000 personnes illettrées à La Réunion. Attention, quand on dit illettrés, c'est pas forcément analphabète. C'est des gens qui ne maîtrisent pas toutes toutes les notions de l'alphabet. Comment, pour ce public-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que... Et je reviens aussi à les personnes âgées, il y en a qui sont vraiment très branchées, qui sont très au fait du numérique. Il y a d'autres qui sont totalement très loin. Comment préparer ce public aussi à utiliser ce que vous voulez faire? Alors, c'est vraiment l'essence même de notre projet. Ce projet, si on l'a fait, c'est bien sûr pour simplifier, mais on a pensé avant tout aux personnes qui étaient exclues du monde du numérique. Et notre parti pris, c'est de dire que la digitalisation, de toutes les manières, elle est inévitable et donc travaillons le problème à la base, c'est-à-dire arrêtons de demander à des personnes des informations qui sont déjà disponibles. Ça va permettre de libérer notamment les personnes qui traitent. Il y a quelques jours, je suis allé demander la nouvelle carte nationale d'identité électronique. Et on m'a demandé à nouveau une photocopie d'EDF plus l'original. La personne a scanné la facture, etc. Bon, tout ça, ça peut être évité demain, alors sauf la problématique des empreintes digitales. J'ai appris que là, malheureusement, il faudra aller déposer ces empreintes digitales. Mais hormis ce point-là, demain, l'ensemble du traitement de la demande de carte nationale d'identité électronique pourra se faire de manière beaucoup plus simple. Et ce qui va permettre de libérer les agents territoriaux de ces fonctions, d'aller scanner des documents. C'est inutile d'employer du personnel à aller scanner une information qui existe déjà. Adaptons nos systèmes d'information, libérons le temps de ces personnes pour que ces personnes puissent justement accueillir le public dont vous parlez, les gens qui ont des problèmes qui sont de tout ordre, parce qu'on ne parle pas non plus des personnes handicapées physiques, handicapées mentales. Donc on a vraiment besoin de mettre beaucoup de gens à l'accueil, voire même dans ces maisons de services qui sont en train de se développer. On peut penser aussi demain à des bus itinérants ou à des gens qui se rendent à domicile. Et ce qui va... aujourd'hui, l'État, du reste, a un grand projet de création de médiateurs, ce qu'ils appellent des médiateurs numériques. On a aussi Aidant Connect, la personne qui va aider à la connexion. Ce seront demain des tiers de confiance qui aideront toutes ces personnes-là à pouvoir réaliser ces formalités. La personne tiers de confiance pourra réaliser des actions pour le compte de cette personne en difficulté. Après, il faudra bien traçabiliser toutes ces transactions pour demain aussi pouvoir savoir quelles sont les responsabilités de chacun et pouvoir protéger également ces personnes. On reviendra sur ce point, mais je vous pose la question, c'est protéger la vie privée, c'est sans doute là le fil rouge qu'il va falloir, j'allais dire, respecter. Oui, tout à fait. Et respecter ce fil rouge, c'est de la sécurisation, c'est là-dessus que l'on travaille. Ce sont
Alors, il faut malheureusement rentrer dans un peu de technique pour que vos auditeurs comprennent, mais c'est tout simplement, vous avez des bases de données, elles existent déjà. La technologie, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir des serveurs qui vont pouvoir dire telle personne est autorisée à demander telle information à telle autre personne. Et donc, je l'autorise à donner cette information, je crypte l'information, je m'assure que pendant tout son chemin, elle est cryptée, elle ne peut pas être lue, je la délivre à la bonne personne, je m'assure que c'est bien la bonne personne, et de ce fait, cette bonne personne va pouvoir décrypter l'information et pouvoir l'exploiter. Voilà, c'est l'enjeu. C'est dans la sécurité, justement, et donc on utilise des méthodes de cryptage, et du reste, pour revenir à l'Estonie, si ce pays est si à l'avant-garde que ça, c'est tout simplement parce que lorsque la Russie s'est retirée, l'URSS s'est effondrée, et la Russie s'est retirée de l'Estonie a dû reconstruire toute une administration publique en partant d'une page blanche en 1991. Et la première chose qu'elle a fait, avec l'aide des Américains, parce que la Russie étant limitrophe de l'Estonie, et forcément pendant un certain nombre d'années, c'était très tendu. Et du reste, la première cyberattaque mondiale, c'est la Russie qui a attaqué l'Estonie en 2007, pour la petite anecdote. Et donc, l'Estonie a développé énormément ses connaissances en cryptologie. Et donc, mais maintenant, c'est ce que l'on retrouve partout. Et du reste, en France, nous avons beaucoup de leaders français dans ce domaine-là. Et donc, on a toutes les compétences en France pour pouvoir réaliser les mêmes choses à la française, parce qu'effectivement, nous avons notre histoire, nos valeurs. La France, c'est pas l'Estonie. Mais on peut également, de manière générale, et notamment auprès de nos amis européens qui ont les mêmes exigences en matière de... On a beaucoup parlé du RGPD, ce règlement justement destiné à protéger les données privées. Mais l'Estonie fait partie, comme vous le rappeliez, de l'Europe, et donc leur système est RGPD natif. Dès le début, ils ont intégré cette réglementation dans leur... il avait même largement anticipé. Hervé Charlène, on est arrivé à dépasser déjà le temps qui nous est imparti sur ce sujet. Ce que je vous propose, c'est que quand vous ressentez le besoin, vous revenez, on développe un petit peu plus le travail que vous êtes en train de faire pour justement, c'est vraiment de l'interconnexion, et voir un petit peu où c'en est, comment ça avance, et comment on pourra communiquer avec vous, et pour mettre un petit peu les citoyens réunionnais à la page du travail que vous faites. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de nous avoir accueillis. Et l'actualité de notre association, c'est notrefutur.re, NOUTFUTUR.RE. Merci à vous. De toute façon, vous reviendrez, en tout cas sans problème, et on verra un petit peu comment ça avance. Merci à vous encore une fois. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. Vous avez vu sur le parking, il y a une partie qui a du broyat comme là. Ouais. Ça évite déjà qu'il y ait de l'érosion du sol quand il y a de la pluie, ça évite de la poussière aussi. Et vous allez voir, ça nous a fait un grand bien. Donc quand vous retournerez sur le parking de la voiture, vous verrez le travail qu'on a abouti sur ce qu'on va faire dans la visite du jardin par rapport à sur quoi on est parti. On est parti sur un sol pauvre, où toute la partie la plus riche a été balayée. L'escargot, s'il mange ça, il ne mange peut-être pas d'autres choses. En fait, ça entretient les escargots. Voilà, ça entretient la population, mais au bout d'un moment, toutes les populations dans un environnement s'équilibrent. Donc dès qu'on produit plus que tout système forestier produit énormément. Donc toutes les populations, même animales ravageurs, finissent de s'équilibrer
Et il y a des tangues qui, je crois, j'espère, en tout cas, on attrape quelques-unes, des limaces et escargots. Ils sont présents, donc le temps que je nourrisse bien les escargots et que les tangues fassent leur prédation, j'aurai ensuite la possibilité, quand il y aura assez de salade qui arrive à pousser, parce qu'on verra la problématique dans le potager, je ne les ferai pas toutes manger par les escargots. Ce qui n'est pas trop le cas d'ailleurs, ils m'épargnent les salades, mais ils n'épargnent pas les choux. Et juste pour compléter sur le terrassement, en fait, on a dû terrasser pour faciliter en fin de compte le passage des fauteuils roulants ou adapté aux personnes porteuses de handicap. En fait. Ah, on va le voir. Pourquoi on a adapté le terrain. On y va? Donc toute cette partie-là, on a commencé à arroser les bananiers pour installer notre première production depuis 1 an qu'on arrose un peu mieux. On a un régime derrière vous. Oui. Et pareil, de fait de mettre du broyat, on a des conditions d'arrosage qui perdurent pour que le plant se sente suffisamment nourri en eau. Et du coup, se lance pour quelques-uns dans leur floraison, leur fructification. Voilà.